Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie, aujourd'hui en compagnie de Pierre-Henri Leroy. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Pierre-Henri Leroy, vous êtes ancien banquier, vous avez fondé il y a 25 ans la première agence de conseil de vote aux actionnaires, Proxinvest, que vous avez depuis cédé. Et vous aviez publié cet ouvrage dont on avait déjà parlé ensemble lors d'un Zoom, Pierre-Henri Leroy, La conjuration bancaire pour une refonte du système bancaire et monétaire. C'est un petit peu de ce sujet dont on va parler, raccroché à l'actualité de ces dernières semaines, de ces derniers mois, puisqu'on est vraiment entré dans une ère un petit peu spéciale, vous me l'accorderez, Pierre-Henri Leroy. Et vous nous disiez dans notre dernier entretien qu'il y avait un mensonge bancaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste ce mensonge? Est-ce qu'il concerne les banques centrales ou les banques privées? Alors, le mot mensonge est un mot, on va dire, qui désigne en globalité, si je puis dire, tout le caractère artificiel et vicieux de notre système financier, que j'ai dénoncé dans ce bouquin qui s'appelle « La conjuration bancaire », parce qu'il y a tout de même un certain nombre de grands responsables du côté des États de ce sujet, à commencer par le président de la République qui, comme vous le savez, n'est pas un naïf dans ce domaine, mais qui a décidé effectivement de faire affaire avec ce système de mensonges. Pourquoi je parle d'un système de mensonges? Parce qu'en réalité, on a dans la structuration générale de notre système financier un système d'avantages complètement occulté en faveur des banques privées, qui ont le droit de tout faire avec la garantie de l'État. Ce qui est en soi considérable, tout faire, c'est-à-dire pas seulement du crédit et du dépôt, ça c'est normal. Qu'il y ait la garantie de l'État aille au crédit et au dépôt, nous sommes tous d'accord, c'est nécessaire. Mais qu'on garantisse la survie de banquiers qui font de mauvaises affaires sur les marchés, qui font de mauvaises spéculations, qui financent des fonds spéculatifs comme on l'a vu il y a quelques semaines, qui financent de l'assurance, qui financent de l'immobilier, de la promotion immobilière ou des Madoff, puisque Madoff a été fait par nos banquiers, nos banquiers à nous, Feu Madoff, voilà. Eh bien ça, c'est absolument inacceptable. Et il n'y a jamais de sanctions en plus pour les comportements les pires. On condamne ces banques pour des délits en milliards de dollars d'amende. Alors, elles ont toujours l'argent pour le payer, ça c'est clair, mais il n'y a jamais de coupables. Donc il n'y a jamais de personnes attirées, parce que, en fait, le concept général est profondément le responsable, en réalité, puisque ça fabrique des bandits, si vous voulez. On a une espèce de fabrique de mensonges, de fabrique de trahison, qui est liée à cette définition de la mission des banques aujourd'hui. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'aucun banquier ne se soit retrouvé en prison? On a vu que certains ont été emprisonnés en Islande. Comment est-ce que vous expliquez que le parquet national financier, qui a quand même un pouvoir assez exorbitant en France, ne s'auto-saisisse pas, comme il en a le droit, de sujets comme voilà, ce que vous dénoncez, ce mensonge bancaire, le fait qu'il y ait des banquiers qui reçoivent des bonus complètement hallucinants? Oui, alors les bonus, c'est une chose. Les bonus en soi, on va dire que c'est légal, puisque par définition, c'est une décision privée d'une banque privée qui décide de payer de façon astronomique ses dirigeants. On vient de le voir récemment encore, toutes les banques anglaises et même BNP Paribas qui vient de sortir plusieurs peut-être, j'ai plus le chiffre en tête, mais on est à 200 types qui gagnent plus d'1 million d'euros au titre de 2020. Bon, mais ça, à la limite, c'est le sujet de la rémunération, c'est ce qui fait parler, évidemment. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est quand le public a été vraiment floué par une opération ignoble. L'affaire Madoff n'est qu'un exemple, mais il y en a plein, si vous voulez, de situations dans lesquelles le grand public a été vraiment volé. Eh bien, il y a des condamnations. Les banques sont souvent condamnées. On est dans des chiffres qui sont de l'ordre de 100 milliards, les amendes des banques. 100 milliards dans les dernières années, c'est très, très impressionnant. Et pour des délits. Mais il n'y a jamais de responsable. Les individus ne sont pas condamnés. Absolument pas. Le système financier français a fait que les patrons
En général, d'ailleurs, il n'y a pas seulement dans les banques, et il n'y a pas seulement qu'en France, parce que c'est un système qui n'est pas que français, il faut bien le reconnaître. Les Français ont été instrumentaux de façon formidable lors de la crise de 2008 pour dire que ce système était le meilleur, Monsieur de la Rosière, enfin bref, passons. Ils ont tous expliqué que le système bancaire était irréprochable, que ce n'était pas une crise des banques d'ailleurs. Bref, en réalité, si vous voulez, on a un système de totale innocence pour des gens qui sont totalement protégés, qui ont en plus des privilèges fiscaux absolument ahurissants. Enfin, c'est extraordinaire. Les banques ne paient pas la TVA, on se demande pourquoi. Aujourd'hui, tout le monde, avec les ordinateurs, il n'y a plus de difficulté pour calculer les TVA sur du crédit. Non, mais les banques ne payent toujours pas la TVA, alors que le moindre commerçant français, le moindre là, l'URSSAF s'en occupe et le relève. Alors là, c'est tout à fait différent. Ouais. Là, on n'est plus du tout dans le genre. Voilà. Donc, si vous voulez, ce système dans lequel les très gros sont favorisé. Et alors, le système le plus favorable aux banques ces dernières années, ça a été le quantitative easing, c'est-à-dire en réalité un système formidable de subvention des banques par la Banque centrale, puisque, comme vous savez, le quantitative easing, si vous voulez, pour faire simple, aujourd'hui, c'est 2 milliards de prêts bonifiés et 4 milliards de rachats d'actifs. Ça, c'est pour l'eurosystème, pour faire simple, si vous voulez. À chaque fois qu'il y a une de ces opérations absolument facultatif pour les banques. Donc les banques ne viennent que si elles y trouvent leur profit. Donc la BCE est complice de ce mensonge bancaire. Totalement complice. Et évidemment, elle est plus qu'associée. Si vous voulez, les banques centrales sont totalement associées à ce système dans lequel on organise l'enrichissement des banquiers à des niveaux d'injection, de subventions annuelles qui sont de l'ordre, on va dire de 1% par an de profits supplémentaires, puisque donc, ramener ça au montant actuel des encours, si vous voulez, de 4 milliards plus 2 milliards, on est à 6 milliards, 6 000 milliards, pardon, excusez-moi, 4 000 milliards plus 2 000 milliards, on est à 6 000 milliards, c'est l'ensemble, ça c'est le bilan de la BCE, de l'eurosystème au 1er mai de cette année, 6 000 milliards d'encours à l'économie, bon, très bien, pourquoi pas, c'est même probablement une bonne stratégie. Le seul problème, c'est que comme c'est facultatif, comme les banquiers cèdent à la Banque centrale les papiers dont elles ne veulent plus, chaque fois, elles y gagnent, ce que je trouve tout à fait rationnel de leur part, elles ont raison. Mais qu'il n'y ait aucun contrôle de cette subvention formidable qui est faite au rythme, je dis, de 5 milliards par an pour la France, simplement. Bon, c'est une petite subvention pour les banques. Voilà. On n'en parle pas. On en parle. Silence radio. Alors, vous expliquez bien dans votre livre La conjuration bancaire, Pierre-Henri Leroy, que la banque, l'organisation bancaire relève depuis toujours du gouvernement et du Parlement. Or, rien n'a été fait pour réglementer tout ça depuis 2008, le krach de 2008. Vous parlez de conjuration, donc c'est bien qu'il existe un lien de collusion entre la banque privée et le gouvernement. Et les députés qui, effectivement, n'ont pas voulu. En 2008-2010, quand on a analysé le problème, se sont laissés convaincre trop facilement par des syndicats bancaires extrêmement efficaces. Mais si vous voulez, ce qui est fascinant, c'est qu'on est exactement aujourd'hui revenu à la même situation, c'est-à-dire vous avez entendu parler de cet extraordinaire fonds américain qui a fait une faillite retentissante il y a 3 semaines. C'est fascinant. Quelques grandes banques ont tout de même reconnu, je crois que c'est le Crédit Suisse, 2 milliards de pertes là-dessus, UBS 900 millions, vous avez toute une série de banques qui ont l'affaire reconnu... GameStop dont vous... Non, je ne parle pas de GameStop, je vous parle de ce Archegos Capital Management. Archegos Capital Management est un grand fonds spéculatif qui est soutenu par les banques et qui a spéculé à hauteur de 50 milliards. Vous vous souvenez de Kerviel, il avait fait 50 milliards de positions, c'est la même chose. C'est un Kerviel, mais ça s'est passé il y a 3 semaines. Enfin, Archegos a eu brusquement des appels de marge terribles sur des positions spéculatives sur un certain nombre d'actions américaines en particulier. Bon, et il n'a pas pu suivre. Donc immédiatement, les banquiers se sont rendus compte qu'ils étaient qu'ils avaient du Archegos jusque-là, et ils ont été obligés de passer des pertes. Et comme certains banquiers cotés respectent tout de même la réglementation, je dis ça certains parce qu'il y en a certains qui n'ont rien dit, mais il y en a certains qui vont peut-être nous faire découvrir qu'Archegos leur a goûté 1 milliard ou 2. On le saura dans quelques temps. Je ne dis personne, mais enfin, les banques françaises ont été très silencieuses là-dessus. Alors que, comme vous savez, les plus grands
financeur de fonds spéculatifs, c'est l'alliance Deutsche Bank BNP Paribas, dont personne n'a trop parlé, parce que c'est une opération on va dire de confort, de sauvetage de l'un par l'autre. Voilà, donc nous avons là un exemple typique de ce qui devait ne pas arriver si on avait réformé la finance. On n'a pas réformé du tout, hein, c'est clair. Pendant ce temps-là, on voit l'explosion des crypto-monnaies. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous savez combien il y a de crypto-monnaies dans le monde? Ça, je trouve ça fascinant. Il y a 4000 différentes crypto-monnaies. C'est extraordinaire. Il n'y a pas que le Bitcoin. Il y en a 4000. Mais le Bitcoin lui-même, en soi, est fascinant. Parce que le Bitcoin, il est passé de 400 € quand on l'a créé. Pendant quelques années, il est tourné de 400 €. Puis il est monté à 5000, il est monté à 8000, il est redescendu à 5000. Et il est monté à 20 000 là, au mois d'octobre. Puis là, il est passé à 45 000. 45 000 €, un Bitcoin. Vous vous rendez compte, si on avait acheté ça à 400, bon, passons. Mais ce qui est fascinant, c'est que toutes ces monnaies crypto, c'est-à-dire qui se débarrassent du système bancaire, qui ne veulent plus avoir de rapport avec le système bancaire, ont explosé ces derniers temps. Ethereum, qui est considéré comme le numéro 2, si vous voulez, derrière Bitcoin, Ethereum a multiplié sa valeur de 17 fois en un an. Alors revenons, Pierre-Henri Leroy, un petit peu à la politique de la Banque Centrale Européenne. Lors du premier confinement, elle avait porté un dispositif anti-crise de soutien aux entreprises à 750 milliards d'euros. En juin, on est passé à 1350 milliards. En décembre dernier, encore augmentation, 1850 milliards. Ces fonds, ça vient d'où ? C'est pas compliqué, c'est absolument merveilleux. C'est ce qu'on appelle la magie monétaire. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est l'autorité spirituelle de la construction européenne et de l'ensemble du concert européen, des membres de l'Eurogroupe, qui permet cette création de monnaie à partir de rien d'autre. C'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça que les banques centrales sont profitables par définition, puisqu'elles créent de la monnaie en écrivant du papier, que ce soit du papier, enfin de la monnaie papier ou du papier compte, bon, mais elles sont structurellement profitables. Ça, on s'en réjouit. Et à l'occasion de la crise financière, M. Draghi a décidé de briser un mur de glace en disant nous allons en fait reprêter de l'argent au système économique en direct par les banques. Pas en direct justement, par les banques, et nous allons racheter le papier des banques. Alors comment s'est organisée la distribution là ? Alors c'est là où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est là où c'est un scandale total, puisqu'on a dit aux banques privées, écoutez voilà, vous nous passez le papier que vous voulez. Alors, c'est formidable. Ça. Vous êtes banquier, vous dites, c'est génial ça. Attendez, j'ai justement un truc que je veux me débarrasser, là, qui sent pas très bon. Je vais m'en débarrasser. Alors, il ne faut pas exagérer. Ils n'ont pas pu fourguer les plus mauvais papiers. Ils ont racheté que des signatures privées de très haute qualité. Mais, et puis, il y a à peu près, pour la France, il y a 600 milliards d'actifs d'État et 600 milliards d'actifs privés. C'est ce qu'on peut deviner, puisqu'il y a environ 1200 milliards de concours de la BCE, enfin de l'Eurosystème pour la France. Bon. Et donc, on a cet avantage qui est, on a bien fait de le faire parce qu'effectivement, c'était un privilège de signature et que tous les Américains l'avaient fait, les Anglais le faisaient aussi et les Suisses aussi. Donc, si vous voulez, là-dessus, M. Draghi a été plutôt assez génial. À sa façon, il s'est dit, là, on ne peut pas rester en dehors. Bon. Là où ça devient délicat, si vous voulez, c'est que ça cache tout de même un système profondément injuste, qui est cette machine à injustice, qui est le système bancaire tel qu'il existe aujourd'hui. Moi, je suis pour ce qui est fait en termes de concours à l'économie, mais simplement, il faut pas que ça... Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas ça directement aux Français plutôt que de le donner à des banquiers ? Je ne comprends pas. On va en parler justement tout à l'heure de l'hélicoptère, le fameux hélicoptère monétaire Pierre-Henri Leroy. Alors, on a entendu ces derniers jours l'Allemagne et les Pays-Bas dire que avec la reprise de l'activité, les pays du Sud auront intérêt à revenir à l'orthodoxie budgétaire européenne, les fameux 3%. Est-ce qu'une crise de l'euro est selon vous possible si ces États ne reviennent pas dans les clous ? On peut dire qu'on est plus que jamais dans la main de l'Allemagne. Il faut bien reconnaître, on est suspendu à la bonne volonté des Allemands,
parce que eux, si vous voulez, ont une situation de déficit budgétaire qui n'est pas du tout notre 10%. Ils ont une situation d'endettement qui est à la moitié de notre niveau. Hein. Nous, c'est 120% du PIB, eux c'est 70% du PIB. Donc, c'est pas, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on se met dans une situation qui n'est pas très honorable avec les pays du Sud. Bon, mais en même temps, on fait groupe, alors on fait pression, puis on fait des efforts, mais les efforts sont très très faibles en France. Comme chacun sait, les efforts sont pas, c'est toujours les mêmes qui les font. Hein. Donc en fait, les États se fichent de ces 3%, donc il n'y aura pas de crise de l'euro là dans les mois, années à venir. Je vois, pour l'instant, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas de tension politique en Allemagne contre les pays du Sud, ça tiendra. Moi, je pense que ça tiendra. Hein. Par contre, si effectivement l'Union, alors le test avait été effectivement dans les rencontres avec les Américains. Est-ce que tout le monde va avoir la même position? C'est pas simple parce qu'effectivement, on sait que certains pays comme la Pologne et la Hongrie sont très pro-américains et risquent de casser un peu l'unité européenne. Ça, c'est un point de détail, un point de. Alors, autre plan, les 750 milliards qui ont été votés en juillet dernier dans l'allégresse par les Européens, le plan de relance européen. Voilà, donc ce plan ne devrait pas profiter aux États avant l'été ou l'automne prochain. En tout cas, c'est ce qu'a dit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. L'économiste Yves Perez, que j'avais déjà interviewé, spécialiste du protectionnisme, pour lui, ce plan servira plutôt à accompagner qu'à susciter une reprise économique de la croissance. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Oui, je trouve que c'est très sage. On ne peut pas en dire grand-chose. On ne connaît pas exactement les conditions de concours qui sont accordées, mais simplement l'idée, elle est très proactive et enfin c'est magnifique, c'est l'idée de dire, attendez, surtout, soyez restés optimistes, ça va aller, on va s'en dire. Et d'ailleurs, regardez, on vous apporte du pognon, ça va aller, etc. Bon, moi, je trouve ça très bien. Quelque part, j'ai rien à critiquer là-dessus. Ce que je critique, si vous voulez, c'est peut-être plutôt la façon dont certains concours sont faits et le fait qu'on ne met pas en cause. On ne met pas en cause les indignités du marché financier, on ne met pas en cause les trahisons graves de la mission d'un certain nombre d'acteurs. Je pense par exemple aux auditeurs. On n'a jamais mis en cause les mauvais comptes des mauvais auditeurs. Les grands auditeurs sont absolument intouchables. Bon, de la même façon, les grandes banques sont intouchables. Bon, c'est ça qui me trouble. En revanche, globalement, le système se défend bien. On n'a pas envie de taper sur ces idées-là. Mais le pays ne va pas sortir grandi. Parce que pendant ce temps-là, il ne se réforme pas vraiment en profondeur. Et sur ce plan, la France donne 81 milliards. Elle ne va en recevoir que 40. Ça ne vous pose pas de problème, ça? Ah, j'ai pas vu ce détail-là. Je connaissais pas ça me surprend parce que quelque part, oui, c'est. On est toujours contributeur net. On est un peu les dindons de la farce toujours. Hein. C'est possible parce que c'est vrai que la France est structurellement moteur dans la construction européenne et structurellement plutôt généreuse. Hein. Ça, je le suis volontiers. J'avais pas vu cet aspect des choses, sincèrement. Alors, on a entendu Bruno Le Maire prévoir une croissance au minimum de 5% pour cette année, une croissance qui serait plus forte que la moyenne de celle des pays de l'Union européenne. De son côté, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estime qu'il ne faut pas exagérer le risque de faillite des entreprises dans les prochains mois. Est-ce que vous partagez l'optimisme de ces deux personnages? Il ne faut pas exagérer le risque de faillite. Mais évidemment, on est dans il s'agit d'être optimiste, quoi. C'est un optimisme évidemment de rigueur et de devoir. Et on peut pas les critiquer. Il ne faut pas désenchanter Billancourt, comme on disait autrefois. On entend beaucoup de personnes dire voilà, il va y avoir la queue devant les tribunaux de commerce. Il y aura sûrement, oui, je pense qu'il va avoir des situations difficiles pour un certain nombre de gens. Mais je pense que là-dessus, ils ont basculé à leur façon vers de l'hélicoptère-monnaie, si vous me permettez. Alors qu'ils avaient pendant des années réservé l'hélicoptère-monnaie pour les banques privées, ce qui était un scandale pour moi, un truc absolument éhonté. Quelque part, c'est l'État français qui finalement s'est mis à donner beaucoup de concours
pour maintenir l'emploi et pour maintenir... Donc là, je n'ai pas tellement envie de critiquer. Je pense que ça, c'était nécessaire. C'était nécessaire, mais le travail de fond sur les principes on paye ses dettes à échéance, etc., tout ça n'est pas fait. Et donc, on a des problèmes de sécurité urbaine que l'on connaît, et on aura les mêmes problèmes de sécurité économique que l'on mérite, parce que, puisqu'il n'y a jamais de sanctions, ni dans le domaine de l'urbain, ni dans le domaine de l'économique, eh ben, on n'aura jamais un système économique très solide. Et vous dites justement que la croissance telle qu'elle est aujourd'hui, elle est mortifère. Ben, le mot, c'est pas de moi. Hein. Moi, je me souviens pas avoir dit mortifère, mais je pense qu'il y a quelque chose de dangereux. Je l'ai lu dans votre ouvrage. C'est peut-être, oui. Ce que je veux dire simplement, c'est que le système est mortifère, oui. Ce système financier, je pense qu'il est mortifère parce que c'est un système d'irresponsabilité. Vous parliez à l'instant de l'hélicoptère monnaie. Alors l'hélicoptère monnaie, pour rappeler rapidement, c'est le fait pour la BCE de donner de l'argent directement aux individus. Vous n'êtes pas totalement contre, puisqu'on le fait déjà pour les banques, mais c'est quand même un changement de paradigme dans la civilisation. Enfin, les gens n'auront plus besoin d'aller travailler pour gagner de l'argent. C'est ça le problème. C'est un des problèmes. Mais si vous voulez, le fond de la chose, c'est que l'hélicoptère monnaie n'a jamais été pensé comme un système permanent. Ça a toujours été pensé comme un système de sauvetage, de situation. Bon, voilà. Et donc, et objectivement, c'est à mon avis ce que Macron a choisi de faire l'année dernière. Il s'est lancé dans une forme d'hélicoptère monnaie en disant, il faut, et surtout cette année, puisque c'est cette année qu'il y a une explosion des aides aux petites entreprises et aux petits employeurs qui est apparente. Et ça, c'est bien. Donc, si vous voulez, le fond, moi, je suis absolument pour ça. Mais ça ne veut pas dire que le système doit être déresponsabilisé, au contraire. Et c'est là où on est toujours devant des systèmes d'aide dans lesquels le bureau des aides est ouvert, mais le bureau de la responsabilité, il n'est pas ouvert. Vous ne croyez pas à une pérennisation, justement, d'un système de revenu universel? Ça, c'est la foule. C'est pas possible. Ça se terminera très mal. Parce que les Allemands, à ce moment-là, sortiront du système. C'est pas possible. Donc on est face à des échéances, et ce qui m'ennuie, c'est que le gouvernement ne fait rien pour véritablement responsabiliser les gens. Et à commencer par les principaux, les fonctionnaires, qui foutent rien. Je prends un exemple absolument fantastique. Le syndicat des archivistes qui demande 3 jours, la semaine de 3 jours, sous prétexte qu'ils sont en première ligne. C'est n'importe quoi. Bon, c'est la CGT. Oui, la CGT, excusez-moi. Mais enfin, je veux dire, c'est des choses extraordinaires, si vous voulez. Quand je prends cet exemple-là, mais il y en a plein. Et la façon dont les banquiers sont choyés de façon indécente, et dont on leur permet de tout faire et pour gagner de l'argent sur le dos des épargnants, c'est pas ailleurs, il faut bien que ça vienne de quelque part, c'est l'enrichissement. Et donc ça, je trouve ça profondément malsain. Revenons un petit peu à votre ouvrage, Pierre-Henri Leroy. Vous expliquez qu'il existe une caste mondiale qui bénéficie de ce que vous appelez le régime de banque universelle. C'est une organisation qui est généralisée depuis les années 90 en Occident. Dans ce régime que vous qualifiez de hold-up permanent, vous recensez 8 mécanismes pervers. Est-ce que vous pouvez nous en donner les 2-3 principaux? Écoutez, dans les mécanismes pervers, il y a le fait d'abord majeur d'avoir la garantie de l'État pour tout ce qui n'est pas activité de dépôt et de crédit. Bon, c'est à mon avis le péché majeur, puisque si vous voulez, le dépôt et crédit justifie parfaitement que l'État soit derrière le système bancaire. Donc ça, c'est clair. Mais il n'y avait aucune raison d'étendre ça à des tas de métiers qui peuvent être faits de façon que ce soit le commerce, le courtage d'argent, le courtage de monnaie, le courtage de métaux, que ce soit l'immobilier, la promotion immobilière, l'assurance, le téléphone. Enfin, on voit les banques dans tous les secteurs, puisque, je veux dire, ils ont la garantie. Et curieusement, c'est grâce à ça qu'ils sont profitables dans ces secteurs. Ils n'ont pas besoin d'être très bons. Donc ça, c'est extrêmement choquant. Donc première chose, une profonde injustice de concurrence qui est créée au profit du système bancaire. Alors, dans les autres effets pervers, vous avez des choses extrêmement dramatiques. Une des choses les plus fascinantes, par exemple, c'est le déséquilibre des marchés financiers. Comme les banquiers sont
par construction, alors je dirais que dans le schéma financier, il y a la mégalolatrie de la banque. C'est-à-dire qu'en banque, en finance, vous le savez, les économies d'échelle sont immédiates. Vous faites un crédit de 10, ça vous rapporte tant. Si vous faites un crédit de 1000, ça vous rapporte 100 fois plus. Donc ça, c'est immédiat et tout le monde le comprend. C'est moins vrai dans l'industrie, bon, dans la finance, c'est extrêmement vrai. Et il y a une mégalolatrie financière qui fait qu'on va prêter aux très gros. On va prêter à M. Drahi qui a besoin de 50 milliards, mais on ne va pas prêter au petit qui a besoin de 2000 euros. Ça n'existe pas. Draghi, hein, pas M. Drahi. Ah mais c'est à Drahi qu'on paie. Un Drahi, on prête 50 milliards, et c'est Draghi qui permet qu'on le fasse. C'est qu'on permet qu'on le fasse. C'est ça qui est le paradoxe, si vous voulez. Bon. Mais l'histoire, si vous voulez, c'est que la mégalolatrie bancaire fait aussi que le système des marchés financiers est totalement déséquilibré. Ça, c'est un des effets pervers que les gens ne perçoivent pas et que j'ai perçu, moi, énormément dans mon métier, si vous voulez. Tout est fait au profit de l'émetteur et contre l'épargnant. Tout. C'est-à-dire que l'épargnant, il cherche à acheter des actions, des obligations qui rapportent et qui soient sécures. Bon. Et vous savez que le système de la Banque universelle a fait, d'une part, que les particuliers n'ont plus pu acheter d'obligations en direct, et d'autre part, que le système des actions cotées a entièrement favorisé les grands joueurs, et les banquiers d'affaires qui sont les mêmes banquiers qui gèrent votre épargne, ont été au service de ces gens-là, contre en fait les actionnaires. C'est-à-dire que moi je l'ai vu au titre notamment de Prox Invest, puisque on voyait très nettement, si vous voulez, que plus de 50% des décisions d'Assemblée Générale préparées par les sociétés étaient totalement contraires à l'intérêt des actionnaires. Totalement contraires. Et pourtant, c'était accepté. Ah oui, mais parce que le système financier, lui, il est dans la main du système bancaire. Donc, il est pour le chef. Donc, cette espèce de mégalolatrie est vraiment, pour moi, la caractéristique de notre système. Alors, on le disait tout à l'heure, Pierre-Henri Leroy, les banques privées européennes bénéficient de la manne du robinet ouvert de la BCE. Pourquoi on nous raconte tout le temps qu'elles sont au bord de la faillite, comme la Deutsche Bank, par exemple? Si vous voulez, c'est pour sauver ces banques. Alors en même temps, faut nuancer le problème, parce que la politique actuelle, comme vous savez, a fait chuter complètement les taux. Bon, quand il n'y a pas de taux d'intérêt, l'activité bancaire classique dépôt-crédit rapporte plus grand-chose, c'est sûr. Bon, donc ça, il faut le reconnaître. Ça a des avantages, parce que ça facilite la vie de l'État. L'État a beaucoup moins à payer sur sa dette, ça c'est clair. Ça facilite la vie des emprunteurs, ça c'est vrai. Ça devrait encourager la création d'entreprises, mais c'est moins clair. Ça, c'est assez fascinant. On a vu que c'était pas si bon. Mais objectivement, si vous voulez, le système a été fait aussi pour apporter des fonds à ces banques qui étaient en exsangue. Et le fait d'apporter des fonds, ça fait baisser les taux. C'est mécanique. Hein. Bon, alors, la création de ce système, on en parlait un peu en off avant l'entretien, Pierre-Henri Leroy, c'est quoi? C'est l'État profond qui organise ce système? Je crois que c'est l'État profond, mais c'est l'État profond très inconsciemment. C'est trop compliqué. Et Vous pensez vraiment que c'est inconscient? Vous parlez quand même de conjuration. Dans conjuration, on entend quand même organisation. Conjuration pour les rares. Organisation scientifique. Écoutez, oui, c'est vrai ce que vous dites, mais je pense qu'il y a beaucoup d'imbéciles dans le système bancaire. Et il y a beaucoup d'imbéciles qui croient que c'est comme ça ne peut pas changer, si vous voulez. Il y a plein de gens pour lesquels le système n'est pas un sujet de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des gens qui font des fortunes dans le marché financier sans comprendre vraiment comment ça marche. Enfin, si, ils ont compris, ils ont gagné un truc sur un titre parce qu'ils ont une idée absolument géniale qui a été appliquée avec mérite éventuellement, mais ils n'ont pas besoin de comprendre tout le système. Moi, ce qui me fascine, c'est de voir que beaucoup de ministres n'ont pas vraiment réfléchi au sujet. Certains, comme Macron, y ont réfléchi et l'ont classé en disant c'est un truc qui va pas financer ma campagne, donc je le fais pas. Il faut pas oublier qu'il y a tout de même de riches banquiers qui apportent beaucoup d'argent aux campagnes financières politiques de nos députés ou de nos candidats. Des noms. Attendez, tout le monde le sait. Enfin, c'est pas difficile. Alors l'objet de votre ouvrage, Pierre-Henri Leroy, c'est vous proposer de revenir à la séparation bancaire
bancaire qui a été en œuvre, qui a été mis en œuvre en 1933, une séparation des 3 activités bancaires, donc que sont le dépôt, le crédit, les opérations sur les marchés. Cette organisation a été mise en œuvre en 1933, je le disais. Elle n'a connu pendant les 30 Glorieuses aucune crise majeure. Comment ça fonctionnait exactement? Alors, il faut savoir qu'à cette époque-là, l'activité, par exemple, sur le marché des actions était totalement séparée de la banque. Il ne faut pas oublier qu'il y avait le monopole des agents de change. Donc ça, c'est un point déjà très important. Et curieusement, il restait une activité de marché chez les banquiers qui était le change. Hein. Mais d'ailleurs, les banquiers ne comprenaient pas très bien comment ça marchait chez eux. Ils avaient des cambistes qui gagnaient de l'argent, mais ils ne savaient pas très bien comment ça fonctionnait, parce que ce n'était pas du tout leur mentalité. Vraiment, les banquiers faisaient du dépôt et du crédit. Bon. Et c'était un système dans lequel il y avait des faiblesses et il y avait un problème de le financement long terme parce qu'ils n'avaient pas le droit de prêter long. Hein. Quand j'ai commencé dans l'industrie, on ne pouvait pas emprunter à plus de 3 ans. Hein. C'était pas possible, même pour un industriel. Donc, si vous voulez, il y a eu une évolution qui a consisté à se dire il faut financer plus long, etc. Et on a réformé dans les années 80, si vous voulez, on a réformé, ça a commencé déjà sous Debré, mais on a réformé de façon extrêmement libérale en disant finalement on va laisser les banquiers faire tout ce qu'ils veulent. Et on a supprimé le monopole de Chirac change. Pendant la première cohabitation. C'est Balladur, oui, c'est vrai. Il y a eu effectivement c'est juste après Mitterrand. Mais il faut remonter à. Oui, c'est après Mitterrand. Mais Mitterrand lui-même, 83-84, libéralise considérablement les mouvements financiers. Et la suppression des agents de change a été une chose absolument extraordinaire. Et là, il y a une espèce d'embardé politique. C'est que les socialistes, quand ils donnent tous les pouvoirs aux banquiers, sont dans une logique d'État qui n'est pas complètement critiquable. Parce que les banques appartiennent à l'État, donc on donne des tas de privilèges aux banquiers. Finalement, c'est un truc mauvais. C'est du socialisme dramatique, puisque c'est une espèce de système sans responsabilité. Mais le fond de la chose, c'est qu'il y avait une logique. Et quand Balladur a privatisé les banques, après, si vous voulez, il a laissé des tas de pouvoirs aux banquiers qu'ils n'avaient pas avant. Et notamment, ils avaient récupéré tous les agents de change, pratiquement tous, si vous voulez. M. Balladur, voilà. Qui avait d'ailleurs travaillé dans la banque, je crois. Oh, je ne sais plus très bien, c'est peut-être vrai, mais je ne me souviens pas, non, je ne crois pas, je ne vois pas tellement. Mais le fond de la chose, si vous voulez, c'est que... C'était une petite révolution au sein du monde bancaire, les années 80. Oui, mais c'était une révolution internationale. Les Américains poussaient aussi beaucoup là-dedans. Il faut bien se rendre compte qu'il n'y avait pas que les Français, mais simplement... Oui, c'était le reaganisme. Oui, c'est les années... Oui, exactement, c'est Reagan, Thatcher, etc. Les marchés. Bon, et moi, je suis tout à fait d'accord que le marché, c'est plus efficace que beaucoup de choses, donc il faut mettre des marchés. Donc quand je propose de revenir à un système, je ne propose pas de dire que les banquiers soient en dehors des marchés. Il faut que les banquiers soient dans les marchés du crédit, du dépôt, mais qu'ils ne soient pas dans les autres marchés. Il ne faut pas que les banquiers de dépôt-crédit soient dans les actions, dans les métaux, dans l'immobilier, dans l'assurance. C'est pas leur Tout sujet. N'est pas acheté. Vous dites oui à l'économie de marché réglementée, oui à la bonne spéculation, oui à la rémunération de l'épargne. Exactement. Est-ce que votre proposition de revenir à cette séparation bancaire, c'est une solution miracle ou est-ce qu'il faudra envisager d'autres réglementations? Non, c'est pas une solution miracle, mais c'est une solution de bon sens. Et c'est pas nouveau, hein, franchement. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau dans ce livre, si vous voulez, c'est l'argumentation qui est structurée et qui dit pourquoi, effectivement, il faut le faire. Mais j'étais obligé de faire un gros pavé parce que malheureusement, c'est un peu technique et on est obligé d'aligner l'ensemble des avantages et des inconvénients. Mais il y a peu d'inconvénients et il y a beaucoup d'avantages. Et un des avantages le plus important pour moi, c'est la cohérence et la responsabilité. C'est vrai, c'est le sujet qui me tient à cœur, si vous voulez. Comme exactement les militaires qui se plaignent aujourd'hui de ce qui se passe en matière de sécurité, on a la même chose dans le domaine de la finance. Il n'y a pas de responsabilité. C'est un vrai sujet, si vous voulez. À partir du moment où il n'y a plus de responsabilité, c'est le désordre, c'est la chienlit, comme disait le général. Comment vous expliquez le désintérêt des politiques quant à une réforme bancaire, à revenir à ce qui se faisait en 1933 ? On apprend, alors ça c'est assez croustillant, dans votre ouvrage en 2012, dans un ouvrage collectif supervisé par l'historien Patrick Weil, un certain Éric Soleiman se dit favorable à ce retour à une séparation des activités bancaires. Éric Soleiman, c'est qui ? Et ça me semblerait que ce soit Emmanuel Macron. Macron a une grande intelligence. Pourquoi est-ce qu'il prend un pseudo
Si vous voulez, et c'était pourquoi est-ce qu'il a oublié le fait qu'en 2012, il était pour cette séparation, et maintenant qu'il est au pouvoir, il a complètement oublié? Il cherchait sincèrement à conseiller Hollande à l'époque. C'était bien avant, juste avant Mon ennemi, c'est la finance. Et si vous voulez, je pense que c'est révélateur, si vous voulez. Ouais. C'est révélateur du fait que quand on réfléchit au problème, on se dit, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas à des règles simples, claires et propres? Mais après, on se dit, ah oui, mais il y a tout de même des gens qui ont beaucoup de pognon qui vont pas venir me financer si je veux réformer ça. Je vous assure que je n'ai pas été encouragé par les grandes banques à vous proposer cette réforme. Parce que, bêtement d'ailleurs, à mon avis assez bêtement, ils imaginent que c'est la fin de leur belle existence. Et je pense que les meilleurs d'entre eux savent qu'en fait, le retour à la responsabilité, c'est plutôt ce qui est souhaitable pour tout le monde. Parce qu'on peut penser quand même, en tant qu'ancien employé de la banque Rothschild, le président Macron a pu voir quand même ce qui se passe dans le mécanisme bancaire. Non, parce que la banque Rothschild n'a pas une activité de financement et de crédit importante. C'est pas du tout et Macron n'était pas du tout dans ce secteur. Macron faisait du rapprochement d'entreprise. Il jouait avec son carnet d'adresses et il l'a très bien joué d'ailleurs. Mais simplement, si vous voulez, la banque d'affaires façon Macron chez Rothschild n'a rien à voir avec la banque de financement de l'économie et de dépôt. Et ça, c'est un sujet beaucoup plus massif et passionnant. Alors, on évoque, beaucoup d'observateurs, en tout cas, font le constat, redoutent un déclassement de l'Europe par rapport à la Chine ou les États-Unis. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'ils redoutent? Alors, je pense qu'il y a un déclassement par rapport à la Chine qui est absolument inscrit dans les gènes, parce que les Chinois travaillent et que les Européens ne travaillent plus. Bon. Et alors, je ne parle pas des Africains, mais c'est par définition, si vous voulez, il y a tout de même des situations dans lesquelles on va voir les Asiatiques qui sont des gens qui travaillent, qui ont une solidarité familiale très forte, etc., qui sont plutôt exemplaires sur un certain nombre de choses, bon, avec des défauts majeurs, mais la réalité, c'est qu'ils travaillent beaucoup plus que nous. Donc ça, c'est un sujet qui fait de toute façon qui est très angoissant pour nous, parce que nous savons que structurellement, nous sommes trop gâtés. Pour vous, c'est pas lié au creux, au fossé qu'il y a entre les différents plans de relance, entre les États-Unis et l'Union européenne, par exemple? Non, je crois pas. Non, je pense que là-dessus, je pense qu'on essaie. Non, en revanche, je pense qu'on ne prend pas assez conscience du fait que on est actuellement, on tombe en dépendance extrêmement grave dans le domaine technologique, dans le domaine de l'armement, dans le domaine du financement et dans le domaine de la monnaie. Parce que, si vous voulez, c'est tout de même à pleurer de voir Madame Lagarde. Elle nous annonce qu'on va créer un euro digital. Bon, mais l'euro digital qu'ils veulent créer, c'est un euro digital qui n'a rien de protecteur de l'épargne. Ils veulent avoir leur propre blockchain à eux, silence radio sur ce que ce sera, etc. Mais pendant ce temps-là, ça existera depuis longtemps, puisque de toute façon, il y aura un euro coin qui existera, qui sera collé sur la valeur. Un des exemples les plus fascinants du rejet du système nous est donné par le USD Coin. USD Coin, c'est une des crypto-monnaies qui a été créée ces dernières années, qui, elle, est complètement collée à la valeur du dollar. Elle capitalise, ça veut dire qu'on en a émis, enfin, et les gens sont venus en souscrire, pour 17 milliards déjà, si vous voulez. Or, il n'y a rien à gagner, puisque c'est le dollar. Donc, c'est pas des gens, c'est pas des spéculateurs, ceux-là. Ce sont des gens qui fuient le système financier parce qu'ils ont peur que leur banque fasse faillite et qui préfèrent s'en remettre directement à un système crypté et sécurisé de type blockchain. Donc, si vous voulez, moi, je trouve qu'il y a une espèce d'immense naïveté de la part de la Banque centrale de nous raconter ça sans toucher le cœur. Pourquoi est-ce que les gens s'en vont? Parce que le système les trahit. C'est pour ça que les gens s'en vont. Pourquoi est-ce que la Banque centrale ne s'occupe pas plus sérieusement de mettre en responsabilité les auditeurs, les banquiers, tous les gens qui ont des responsabilités dans ce domaine? Et là, moi, je suis atterré de voir cette espèce de relâchement politique qui est tout à fait dans l'esprit de la tradition chiracienne, si vous me permettez, qu'on retrouve chez les grands socialistes actuels. Bon, donc on y va, on dépense, et en route.
Oui, Chirac avait une petite jeunesse au PSU que beaucoup de monde a oublié depuis. Bruxelles met l'accent sur l'accélération de la fameuse transition écologique, numérique. Elle entend contrôler tout. Elle va contrôler l'usage qui sera fait des fonds qu'elle distribue. Est-ce que vous avez une idée de l'impact de cette politique écologique, numérique sur l'emploi ? On entend beaucoup le grand reset ces derniers temps avec messieurs Schwab et Malray qui proposent une robotisation, de voir les robots remplacer l'homme. Qu'est-ce que ça aura sur l'emploi comme impact ? Je pense que les impacts ne sont pas nécessairement négatifs. Je pense que, revenir par exemple par le Covid nous a obligés à utiliser Zoom. De façon massive, et finalement, c'est un gain de productivité considérable. C'est moins de dépenses de voitures, moins de dépenses d'énergie de transport, plus de dépenses d'énergie informatique, parce qu'il y a de l'énergie informatique, il ne faut pas l'oublier. Mais ce remplacement du robot, de l'homme par le robot, ça ne vous effraie pas, ça ? Non, je crois qu'il faut... Là-dessus, je suis plutôt optimiste. La promesse de chômage de masse. Ah, la promesse de chômage de masse. Vous croyez à la destruction créatrice de Schumpeter ? Oui, moi personnellement, oui, totalement. Oui, ouais. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Ça ne me pose pas de problème. Et d'ailleurs, ce qui est merveilleux, c'est justement parce que je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain, et que toutes les innovations technologiques les plus formidables dont nous bénéficions tous les jours, c'était des choses qu'on n'attendait pas. Enfin, c'était des choses qu'on ne voyait pas. Et moi, je trouve là-dessus, je fais partie des optimistes là-dessus. Mais on voit quand même avec une espèce de frustration sociale depuis un certain nombre d'années, les gilets jaunes. Ah oui, alors ça, là vous avez raison. Mais les gilets jaunes, la révolte des gilets jaunes, c'est une révolte contre l'irresponsabilité. Pour moi, c'est très clair, si vous voulez. C'est des discours qui ont été complètement... L'État a imposé une façon de voir l'énergie qui était spécifique. Allez acheter tous du diesel, ça va être très bien. Allez vous installer en province et en banlieue avec votre maison, ça va être très bien, etc. Bon, il y a eu une espèce de financement et aujourd'hui, on commence à redécouvrir qu'on a de belles maisons à rénover à la campagne. Bon, ça, c'est tout de même une bonne nouvelle. Il y a tout de même des évolutions qui sont plutôt réjouissantes dans cette crise. Et moi, je suis fasciné par la capacité des hommes à évoluer. Ça, c'est plutôt réjouissant. Ma dernière question, Pierre-Henri Leroy, cette création monétaire, ces milliards d'euros que la BCE déverse ex nihilo sur les banques, nombre d'observateurs estiment qu'elle va nous conduire dans le mur. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que la catastrophe tarde tant à se produire ? Est-ce qu'elle va se produire, cette catastrophe ? Je ne suis pas sûr que ça... Non, je pense que je ne vois pas nécessairement une catastrophe devant nous. Je vois un déclin évident à partir du moment où on considère que l'irresponsabilité, c'est la bonne norme. Si vous voulez, on se rapproche là de l'islam. Si vous voulez, on va tous devenir fatalistes en disant finalement, j'ai pas à penser mon avenir, j'ai pas, etc. Puisque de toute façon, Allah est là, etc. Bon. Ouais. Et donc, c'est ça que je trouve le plus grave, si vous voulez, c'est que on est entré dans un système dans lequel tout est permis, il n'y a pas de sanctions, alors qu'on fabrique véritablement des systèmes profondément mensonger. Le dernier exemple, je vous le cite, il est tout de même prodigieux, c'est Villeroy de Galhau qui nous annonce qu'il y a 600 milliards de l'eurosystème prêté à la France, qu'on ne peut pas l'effacer parce que, tenez-vous bien, parce que ce serait encourager les prêts du système bancaire et financier aux États et que c'est interdit par la loi. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Il nous dit, il y a 600 milliards dans mon bilan qui sont interdits par la loi. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Et le gouverneur de la Banque de France. Le gouvernement de France reconnaît publiquement qu'à hauteur de 600 milliards, son bilan est illégal. Bon, c'est tout de même formidable. On est dans un système fou. C'est de l'art abstrait. C'est de l'art abstrait.
Absolument, c'est le mot. Bravo. Pierre-Henri Leroy, je rappelle le titre de votre ouvrage à nos téléspectateurs, La conjuration bancaire pour une refonte du système bancaire et monétaire. On en aurait bien besoin. Merci Pierre-Henri Leroy. Et quant à nos téléspectateurs, vous pouvez liker ou mettre le pouce bleu sur cette vidéo et la commenter. Merci Pierre-Henri Leroy d'être venu sur notre plateau. Merci.